Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de cette édition. La BOAD, la BADEA s'engage à soutenir le projet. Le chef de l'État a évoqué avec les présidents de ces institutions financières internationales les priorités du Sénégal. Les deux banques vont soutenir le gouvernement dans divers secteurs: énergie, agriculture, souveraineté alimentaire, infrastructure ou santé. La déclaration préalable d'importation à la loupe dans la rubrique économie. Nous passons au crible. La DPI désormais obligatoire au Sénégal pour toute importation de marchandises d'une valeur de plus de 500 000 francs CFA. Le processus de fabrication d'aliments de bétail de A à Z dans le secret des laboratoires, toute une démarche qualité à respecter avec des normes bien édictées pour satisfaire la demande et avoir de beaux béliers. Tabaski approche, pas de souci. À ce faire, les produits vont inonder le marché avec des subventions de l'État. Mame Seydou Ndour prend fonction. Le nouveau directeur général de la police compte diriger une institution réconciliée avec le peuple, concentrée sur ses missions de protection des personnes et des biens, avec des équipements à la hauteur des attentes. Éliminatoire Coupe du Monde, le Sénégal tenu en échec par la RDC, en but partout cet après-midi. Au stade de Diamniadio, les Lions perdent 2 points précieux et sont désormais deuxièmes de leur groupe. Derrière le Soudan, retour sur les temps forts de ce match et les réactions des joueurs. Bienvenue à tous. Ce jeudi, le président de la République a reçu dans la soirée Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, aujourd'hui à la tête de l'Institut for Global Change. Il s'est dit honoré de rencontrer le chef de l'État et de découvrir sa vision. Les échanges ont permis de poser les jalons d'une collaboration avec le gouvernement sénégalais. Le financement des axes prioritaires du projet au cœur des échanges entre le chef de l'État et plusieurs présidents d'institutions financières internationales. La BADEA, la BOAD, s'engage à accompagner le Sénégal dans son programme de développement économique et social. Aboubakry Kane. L'actualité financière au menu de la fiche d'audience du président de la République. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique réaffirme sa volonté d'accompagner le Sénégal dans ses projets. Et pour ce faire, elle entend s'aligner sur les priorités du gouvernement. C'était l'occasion pour moi pour présenter à son Excellence mes félicitations et de féliciter son Excellence et le gouvernement sénégalais pour la dernière sortie sur les marchés financiers qui a été un succès éclatant en si peu de temps. Et j'ai aussi eu l'opportunité de présenter à son Excellence donc la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, et le groupe de coordination arabe, les 10 institutions financières sœurs de la BADEA, et exprimer toute notre disponibilité à accompagner son Excellence et le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de leur programme de gouvernement et de financer les opérations et programmes prioritaires qui seront définis en fonction des besoins du pays. Et au cours des prochaines semaines, nous allons ensemble convenir des priorités du gouvernement sénégalais qui seront financées par la BADEA pour le groupe de coordination arabe, mais aussi des approches innovantes de financement que nous pourrions développer ensemble. Autre institution financière dont le président est reçu par le chef de l'État, la BOAD. Les discussions entre le président Bassirou Diomaye Faye et Serge Ekoué ont porté sur 3 sujets principaux. Nous avons déjà commencé par le féliciter, très chaudement le féliciter pour sa brillante élection à la tête du pays. C'était un événement majeur, non seulement pour notre zone, pour le pays, mais également pour l'Afrique. Il y avait beaucoup de messages dans son élection. Le deuxième point a concerné le fait que le président a donné le cadre philosophique, intellectuel et sa vision du développement, sa vision du Sénégal, de l'évolution du Sénégal, sa vision de l'évolution de notre Union. Et il a donné des éléments de cadrage. La Banque ouest-africaine de développement s'engage à soutenir le Sénégal dans la transformation systémique voulue par le chef de l'État, avec un accent particulier sur les préoccupations de l'heure.
La question des infrastructures a été évoquée. Comment nous construisons les routes, mais également comment nous communiquons, comment nous nous déplaçons. Nous avons passé un temps certain sur le dossier de l'énergie. Et nous avons bien compris que c'était à la fois un sujet de préoccupation pour le ministre, mais également pour le chef de l'État, la question des ressources énergétiques, la question de l'accès à l'énergie pour nos populations. La question de l'agriculture, bien évidemment, a fait l'objet d'une attention également tout à fait particulière de Monsieur le Président de la République. La question de la souveraineté alimentaire a été au cœur de nos discussions. La question de la création des valeurs, des chaînes de valeur, la remontée dans les chaînes de valeur, la création de richesses. L'habitat social, la santé et l'éducation, d'autres secteurs passaient également en revue au cours de cette audience. Le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, invite le gouvernement à créer les conditions pour un secteur privé fort, créateur d'emplois et de richesses. L'affaire a été donc justement lancée ce matin lors de la 23e session de ces assises sur le développement économique endogène du Sénégal. Moussa Mané. Ces assises se tiennent dans un contexte marqué par une nouvelle gouvernance à la tête du pays. De nouvelles autorités qui prônent un changement systémique dans la gestion. Leur priorité, le développement économique et social, avec à la clé une distribution équitable des richesses générées. D'où l'appel du MEDES pour un soutien au secteur privé national, créateur d'emplois et de richesses. C'est dans un esprit orienté vers le développement, la croissance et l'emploi qu'il faut coacher un secteur privé national fort. L'objectif, c'est de mettre en œuvre un dispositif de régulation et d'encouragement de l'activité économique qui permette d'assurer à la nation sénégalaise des retombées positives du développement des entreprises en termes de croissance. Les débats tournent autour du thème le développement économique endogène. Dans sa leçon inaugurale, le docteur Papa Demba Thiam, économiste spécialiste de développement industriel, appelle les nouvelles autorités à faire confiance au secteur privé national. Que si nous avons l'ingénierie technique, économique et financière, ainsi que la vision intégrante pour intégrer nos économies, nous pouvons lever de l'argent sans nous endetter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit se comporter comme un entrepreneur institutionnel et que le secteur privé aussi doit développer une capacité de proposition fondée sur l'orientation à donner au gouvernement pour sa politique d'infrastructure. Parce qu'avec ce que je viens de dire, ça veut dire que la politique d'infrastructure est orientée. Si vous avez une question de formation, la formation va être dérivée de ce besoin de construire ces centres de croissance multipolaires. Et tout ce que vous avez à faire sur le plan financier, c'est de faire un montage systémique pour développer du financement sur des chaînes de valeur. La pandémie du Covid-19, le conflit russo-ukrainien, deux crises qui ont secoué négativement les économies du monde en général, du Sénégal en particulier, des crises qui viennent rappeler aux autorités à quel point l'économie du pays est assujettie au choc exogène. Nous pensons réellement qu'il est temps que l'État soit aux côtés de ces entrepreneurs-là, puisqu'aucun pays ne s'est développé sans être aux côtés de ces hommes d'affaires. Les atouts sont réels et la volonté politique existe. Il ne reste que la convergence des idées et l'effectivité des actions publiques pour que la souveraineté économique soit non plus un objectif, mais que le credo de toute politique de développement de l'État du Sénégal. Différents panels sont animés par d'éminents économistes, chercheurs. L'objectif, c'est de trouver des solutions à proposer au gouvernement pour atteindre le développement économique et social du Sénégal. L'appel du MEDES pour un secteur privé national fort au moment où la déclaration préalable d'importation est obligatoire pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. La DPI renseigne sur le volume, la valeur et l'origine des marchandises. Elle permet à la douane de sécuriser l'assiette fiscale et de lutter contre la fraude. De plus, avec la digitalisation des procédures, les usagers peuvent l'avoir en un clic. C'est le sujet de notre grand format économie de ce jeudi avec Aminata Mengfal.
L'ADPI, ou déclaration préalable d'importation, est instaurée au Sénégal depuis 1991 dans le cadre du programme de vérification des importations. Depuis le 1er mai 2024, cette réglementation a été revue par la Direction générale des douanes. Désormais, l'ADPI est requise pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. C'est un document quand même très important, donc qui permet quand même une assez bonne maîtrise, disons, des valeurs, donc de l'assiette fiscale. Donc sur les valeurs qui sont pratiquées, disons, par les importateurs de manière générale. Mais aussi ça permet, donc plus ou moins de gérer, en tout cas d'avoir les bonnes statistiques donc, en matière d'importation. D'1 million de francs CFA, le seuil a été rabaissé à 500 000 francs CFA. Une mesure qui va garantir un traitement équitable des opérateurs économiques. 1 million, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 500 000, ça permet déjà de capter, disons, tout le fret du secteur informel. Donc, et de pouvoir, disons, équilibrer un peu avec le secteur formel. Le traitement de la DPI est confié à la direction du renseignement, d'analyse du risque et de la valeur après demande préalable sur le système informatique Orbus Gaïndé 2000, une plateforme qui vise à faciliter les formalités et les échanges pré-dédouanement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Et donc, dans ce périmètre-là, Gaïndé 2000 intervenait déjà avec l'avènement du guichet unique pour permettre aux usagers de demander cette DPI. Et donc, cette DPI est demandée à travers la plateforme Orbus. Et donc, Orbus est la plateforme de guichet unique du commerce extérieur qui permet justement de pouvoir faire cette demande-là. Et donc, la DPI est demandée, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis son bureau. Et cette demande est véhiculée vers la structure qui doit la traiter. Aujourd'hui, au Sénégal, donc c'est la direction du renseignement et d'analyse de la valeur qui traite la DPI. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils sont aujourd'hui, en tant qu'administration des douanes, utilisateurs de cette plateforme pour délivrer la DPI. Un système performant qui présente de nombreux avantages pour les usagers. Le minimum qu'on pouvait dépenser sur une DPI en termes de déplacement taxi, ça pourrait avoisiner à peu près 10 000 francs ou 15 000 francs. En 2004, avec la digitalisation, le directeur général des douanes d'alors a dit d'informatiser la DPI. Alors, on s'est rendu compte qu'en informatisant la DPI, en une matinée, on pouvait solliciter et obtenir la DPI. Quand on lève la DPI, les documents bancaires, l'autorisation de change, l'attestation d'importation qu'on était en train de chercher via la direction du monnaie du crédit ou bien d'exportation, on l'a d'un clic. Donc c'est un gain de temps qu'on a et qui parle de temps, parle d'argent. Donc c'est plus bénéfique pour la digitalisation qui est mondialisée actuellement pour le dédouanement des marchandises. Commerçants, industriels, associations de consommateurs soutiennent également la mesure. Dans le passé, nous avons eu un engorgement du port. Les organisations de commerçantes ont décrié qu'il y a eu tellement de frais de magasinage et de stockage qui renchérissaient les prix de revient des produits importés. Ceci n'est plus de mise grâce à une dématérialisation intégrale. Et personne ne perd dans cette opération-là. La digitalisation des procédures, une étape importante dans la modernisation de l'administration des douanes. Depuis la rupture du contrat État-Cotecna, à peu près 4 milliards de francs CFA sont économisés par an. L'État quand même avait en tout cas externalisé certaines fonctionnalités, donc qui ne pouvaient pas à son temps peut-être être gérées par l'administration des douanes. Et effectivement, ces contrats ont engendré des coûts financiers énormes à son temps. Bon, c'est vrai que soit on parle de 4 milliards, mais des fois même ça peut aller loin, parce que des fois il y a des avenants. Et ça dépend aussi, disons, de certaines fonctionnalités en tout cas qui sont en tout cas gérées qui étaient gérées par Cotecna, notamment la formation, tout ce qui est le scanning, tout ce qui est la base de données en termes d'évaluation, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les administrations étant suffisamment mûres, donc peuvent faire le travail qui avait été fait par Cotecna. Donc ça permet à l'État, naturellement, disons, de réduire les coûts. L'extension de la DPI n'entraîne aucune nouvelle taxation ni de frais supplémentaires dans les opérations de dédouanement.
Cette réglementation va contribuer à la sécurisation des recettes douanières, à accélérer les opérations et à lutter contre la fraude. La police a nouveau chef, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la police nationale. Cérémonie devant le ministre de l'Intérieur qui a rappelé les missions de l'institution. Salut Seik. Une cérémonie solennelle pour installer un haut cadre de la police nationale. Monsieur l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, nouveau directeur général de la police nationale. En vous nommant à ce haut poste de responsabilité, Monsieur le Président de la République du Sénégal vient consacrer le mérite d'un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal au parcours élogieux et jalonné de grandes réussites. Vous avez su, par votre style de management adapté, motiver et inspirer vos personnels pour atteindre les résultats en adéquation avec les objectifs visés. Je vous engage donc à poursuivre dans cette voie de l'excellence afin de hisser votre top management vers plus d'efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de son potentiel et de ses capacités dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif d'une meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens. Après avoir exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance au chef de l'État pour cette marque de confiance, l'inspecteur général Mame Seydou Ndour a décliné sa feuille de route. Il entend mettre en place une police nationale forte, réconciliée à la population. Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. À cet effet, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. La consolidation des acquis fait partie également de ses engagements. Dans ces dynamiques, il compte poursuivre les réformes, le renforcement des infrastructures, les équipements, entre autres. Autre défi à relever, la lutte contre la criminalité, les trafics illicites, l'insécurité routière. Dans ces actions, il souhaite revoir la formation des agents de police. J'engagerai à travers une planification stratégique les changements systémiques nécessaires dans le domaine de la formation des personnels de la police nationale. Je souhaite réviser en profondeur les contours des curricula des écoles de police en vue d'adapter au mieux la formation aux nouvelles exigences. Les écoles de police doivent contribuer à former des fonctionnaires de police d'un type nouveau, des fonctionnaires de police de leur temps. La formation continue et les formations spécialisées restent des priorités absolues, tout comme le maintien en condition des personnels et des unités à travers l'entraînement et la préparation. Concrétiser le projet de création de l'Académie de police sera aussi une priorité pour moi et mes équipes. La police nationale doit être un espace de bouillonnement intellectuel, particulièrement sur les questions de paix et de sécurité. Sur le plan social, le directeur général de la police nationale s'engage à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des agents et leurs familles. Enfin, il a lancé un appel aux autres forces de défense et de sécurité pour une synergie d'action au niveau national et transnational. La révision des curricula, l'obligation scolaire, la révision du système d'évaluation, beaucoup de chantiers urgents pour le gouvernement. C'est ce que les différents acteurs de l'éducation attendent de l'État. Ils l'ont réaffirmé ce matin à l'ouverture des travaux de la 11e revue annuelle du paquet, le programme d'amélioration de la qualité de l'éducation. Les travaux ont été présidés par le ministre Moustapha Mambay Guirassy. Le reportage de Massamba Diane. La formation des enseignants, les infrastructures d'accueil, le problème de l'état civil, les DARA, les langues nationales, le numérique, l'intelligence artificielle, voilà entre autres les questions soulevées à l'ouverture des travaux de la revue annuelle sectorielle du paquet EF 2024. Il y a des zones qui sont particulièrement vulnérables. Nous pensons aux îles,
au monde rural, aux zones frontalières. Il nous faut évidemment tous nous dire que quand nous parlons d'éducation, c'est de l'humanisme, c'est de la générosité. Donc nous devons avoir une attention pour les plus démunis. Le monde entier aujourd'hui parle de numérique, parle d'intelligence artificielle, parle des technologies de demain. Le Sénégal est justement au moment où nous sommes capables de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins parce que nous connaissons les compétences et les capacités du Sénégal. La révision des curricula, l'obligation scolaire, la révision du système d'évaluation, beaucoup de chantiers urgents pour le gouvernement. Pour les partenaires techniques et financiers, ces différentes mesures et initiatives sont en droite ligne des objectifs pour un développement durable. Cette revue constitue un moment fort de dialogue entre les acteurs institutionnels et les partenaires au développement pour, ensemble, dans une co-construction dynamique, apprécier les performances et identifier les contraintes et solutions pouvant concourir à l'amélioration des résultats ainsi qu'à la réalisation du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous, les partenaires techniques et financiers, sommes prêts à vous accompagner pour trouver un cadre de pilotage pour aller vers une formalisation et intégration qui permettent la protection des garçons et des filles et l'acquisition des compétences fondamentales. En termes de bilan, dans le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, des performances importantes sont réalisées. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever. Dans les discours, aussi j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de réussite scolaire, pas de réussite éducative. Il faut, et ça je connecte la question à l'autre question évoquée tout à l'heure par la représentante de l'UNICEF, la question de l'évaluation. Comment on évalue? Il faut oser. On ne peut pas dire voilà ce que nous voulons et on ne change pas notre système d'évaluation. On évalue par rapport aux objectifs, par rapport à une vision, par rapport à ce que l'on veut. Si la science est importante, si le digital est important, si le civisme est important, dans mes mécanismes d'évaluation, je dois pouvoir le retrouver. La revue sectorielle éducation-formation se déroule sur 2 jours pendant lesquels les acteurs vont évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du paquet, identifier les défis et les opportunités pour une éducation et une formation de qualité pour tous, mais également définir les orientations stratégiques pour les prochaines années. Les inondations dans la banlieue dakaroise plombent le fonctionnement de plusieurs établissements scolaires. L'école de l'unité 14 des parcelles assainies de Keur-Massar, par exemple, réputé être un établissement public d'excellence et sous la menace des eaux des inondations, les enseignants ont exprimé leur inquiétude lors d'une rencontre avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Habibou Mey. Des enseignants qui ont déserté momentanément les salles de classe pour juste accueillir à leur manière le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour lui exposer le triste décor de leur établissement. Et pourtant, c'est une école d'excellence. Bien sûr, c'est le décor qui est là, c'est le quotidien que nous vivons tous les ans. C'est une école qui ne cesse pas de faire des résultats chaque année, pratiquement placée en première position dans le département tous les ans. Mais vous voyez le décor, depuis 1999, l'école a été créée, mais c'est une situation que nous vivons tous les ans. Après la saison des pluies, c'est le calvaire. Nous restons 2 à 3 mois sans pour autant démarrer les acquisitions et les apprentissages. Donc nous avons tendu la main à qui de droit, mais jusque-là, vous voyez, vous voyez vous-même. Ce qu'on voit, c'est une école sans clôture, où les arbres qui poussent dans la cour sont les stigmates de la dernière pluie. Un problème d'insécurité qui se pose. Vous voyez le décor qui est là. Donc tout le temps, nous sommes là avec les parents d'élèves en train de tourner autour de rechercher des personnes ressources qui peuvent nous aider. Mais c'est une situation alarmante. Donc nous tendons la main, comme je l'ai dit tantôt, aux autorités nouvelles pour qu'ils puissent quand même nous aider avec bien sûr l'aide de nos autorités académiques qui sont là. Parce que c'est une école d'excellence. Voilà. Une excellente école qui nous finit de faire des résultats chaque année. Et si on y prend garde, cette excellence tant chantée risque d'être engloutie par les eaux causées par les inondations dans cette banlieue dakaroise. Le programme volontaire pour la Grande Muraille Verte va déployer 76 volontaires nationaux et internationaux sur le terrain. Il est piloté par le groupement d'intérêt public de la France.
Il a pour objectif lutter contre la désertification sur l'axe Sénégal-Djibouti. Anaïs Nyanyamani. Cet atelier a réuni des volontaires nationaux et internationaux du programme Grande Muraille Verte. Ces participants ont revisité toutes les actions menées dans ce programme dans l'atteinte des objectifs assignés. Dans le cadre du programme volontaire pour la Grande Muraille Verte. Et rapidement, je vais vous donner quelques chiffres concernant le Sénégal dans le cadre de ce programme. Il était prévu au départ 28 volontaires et à ce jour, 23 ont été effectivement déployés. 15 sous statut de volontariat de solidarité internationale venant de 6 pays, la France, le Gabon, le Tchad, le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 volontaires nationaux de nationalité sénégalaise, 2 volontaires de nationalité sénégalaise en cours de déploiement en France dans le cadre du service civique national français. Financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, le programme volontaire pour la Grande Muraille Verte déploie près de 71 volontaires répartis sur une trentaine de projets dans 4 pays de la bande sahélienne. Le programme des volontaires pour la Grande Muraille Verte, financé à hauteur de 285 000 € par le ministère des Affaires étrangères français, est une nouvelle preuve du soutien protéiforme de la France à cette initiative. Les dispositifs français de volontariat et les dispositifs des pays partenaires sont mobilisés pour intégrer plus de 70 missions dans un cadre sécurisé et de qualité. Au Sénégal, ce sont déjà plus d'une dizaine de volontaires qui ont été déployés à ce jour. Les pays sahélo-sahariens sont confrontés à un déficit pluviométrique récurrent, ce qui entraîne une dégradation de l'environnement. Ce partenariat entre l'Agence de reforestation de la Grande Muraille Verte et France Volontaire suscite beaucoup d'espoir pour le Sénégal. Considérant que France Volontaire place au cœur de ses priorités la préservation de la biodiversité et l'accompagnement des femmes et des jeunes dans le développement d'activités socio-économiques solidaires en lien avec l'agriculture et la préservation de l'environnement dans les pays du Sud, cet acte que vous avez posé en avril 2023 contribue à la mise en œuvre de cette vaste coalition. Je suis d'autant plus heureux que les volontaires proviennent de la France, mais également des pays africains. Madame l'ambassadrice, cette approche de volontariat est à magnifier. D'ailleurs, notre gouvernement, sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko, compte renforcer le volontariat et le service civique national pour promouvoir le patriotisme et l'éco-citoyenneté dans notre pays. Ce programme volontaire de la Grande Muraille Verte, lancé en septembre 2022, prendra fin en février 2025. La bonne gestion de ces problématiques par ces volontaires nationaux et internationaux permettra à ces jeunes d'exercer leur citoyenneté en préservant l'environnement pour un monde juste, équitable et durable. Nous reparlons de la journée mondiale de l'environnement célébrée hier à La Haye, dans le département de Podor. L'implication remarquable des communautés est déterminante dans la lutte contre la désertification et la crise climatique. Dans cette localité, vous allez le voir, les populations se sont mobilisées pour se dresser en bouclier contre l'avancée du désert. Un reportage de Abdouad. La Haye, commune de Ndioum, département de Podor. Le thermomètre indique 43 degrés à la mi-journée. C'est sous cette chaleur intense que le village accueille la journée mondiale de l'environnement, célébrée dans la région de Saint-Louis. Sur instruction des autorités étatiques, en collaboration avec le service régional de l'environnement de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici à La Haye avec les populations, avec les différentes organisations et structures qui tournent autour vraiment de l'environnement pour vraiment tenir cette journée, la célébrer et prendre des initiatives, faire en sorte qu'on puisse prendre vraiment des mesures afin qu'on puisse vraiment relever les défis de la déforestation. Donc c'était une occasion aussi de s'entretenir sur les piliers fondamentaux du projet dans le domaine de l'environnement, en ce qui concerne la gestion des déchets, en ce qui concerne la lutte contre la désertification, le changement climatique, la pollution. En tout cas, toutes les thématiques qui sont contenues dans le projet a fait l'objet d'une présentation aux populations et à la communauté pour qu'ils puissent comprendre la nouvelle vision politique environnementale des autorités. Le choix de la localité située sur l'île Amorphile n'est pas fortuit. Il cadre avec le thème de cette année, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. C'est une zone aride
une zone où les feux de brousse sont de tout le temps notés. La déforestation aussi. C'est une zone aussi où le peu de forêt qui reste aussi est agressé par l'habitation, par des activités agricoles. Face aux multiples agressions, il est impératif de trouver des solutions appropriées. Ici, un travail remarquable a été entamé depuis plusieurs années par le REDES, Réseau pour l'émergence et le développement des écovillages au Sahel. Une organisation qui regroupe 50 villages au Sénégal et autant de l'autre côté de la frontière, en Mauritanie. Objectif, créer un pôle transfrontalier d'écovillages pour reverdir le Sahel. Heureusement que les solutions sont encore là et nous avons donc entrepris depuis un certain nombre d'années de produire des arbres, de créer des vergers, de remettre les gens en activité. De l'autre côté du fleuve, à Loboudou, en Mauritanie, c'est une forêt de 18 hectares qui a été régénérée. Aujourd'hui, c'est devenu un sanctuaire pour animaux. Aussi bien que les Mauritaniens que les Sénégalais en profitent. Et on est venu encore, parce que nous avons aussi une expérience au niveau de la Mauritanie, qu'on est venu présenter ici à nos voisins du Sénégal, aussi profiter de leur expérience. À quelques kilomètres, à l'école Ndioumoualo, on peut observer ces fresques murales, symbole de l'engagement des habitants à préserver le cadre de vie. Je dis que nous, enseignants, notre principale mission, c'est de créer un cadre de vie. Nous voulons toujours que l'école soit un cadre de vie accueillant, que ce soit un cadre de vie, que l'école soit vraiment un cadre de vie sain, vraiment pour que les enfants puissent vraiment s'épanouir. Ce joyau entre dans le cadre d'un projet que nous avons mis en place, qui est l'amélioration des cadres de vie dans les écoles. Donc on a pu aménager cet espace en faisant des graffitis sur le mur, en les offrant aussi des bancs pour les élèves aussi. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a pris part à cette journée par le biais de son service à la communauté. En dehors de l'enseignement et de la recherche, l'université s'engage davantage dans toutes les actions de civiques, citoyennes, dans des actions de reboisement telles que l'organisation de cette journée mondiale de l'environnement. Cette journée a permis de mobiliser davantage les communautés dans la lutte contre la crise climatique, avec son impact socio-économique considérable dans cette région du Sahel. Comment relever le grand défi de la régulation foncière? L'État, à travers le PROCASEF, projet cadastre et sécurisation foncière, lance officiellement les opérations dans près de 138 communes du Sénégal. Démarré en 2021 pour une durée d'exécution de 5 ans, le projet entend protéger et sécuriser le foncier au Sénégal. Un reportage justement à suivre avec notre reporter. Le foncier reste agité au Sénégal. La question est encore au cœur des débats. De 1964, date d'adoption de la loi sur le domaine national sous le président Léopold Sédar Senghor, jusqu'à nos jours, la terre pose problème. Afin de prévenir les litiges fonciers de Procasef, un projet déjà ficelé s'apprête à être mis en œuvre. Aujourd'hui est un grand jour pour le projet parce qu'après 2 ans et demi d'études de passation de marché, on est à un moment où il faut descendre sur le terrain, commencer les opérations de sécurisation foncière sur l'ensemble de nos grappes, parce que nous avons 5 grappes au niveau national et avec les opérateurs recrutés, nous allons procéder dans les communes cibles du PROCASEF à la cartographie de l'espace communal. 138 communes sont concernées par ces différents projets. Différents secteurs de la vie économique et sociale dépendent d'une bonne gestion foncière. C'est le cas de l'agriculture, c'est le cas de l'environnement, du climat des affaires et du secteur privé, c'est le cas de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Donc comment faire pour essayer de clarifier la situation? Le PROCASEF est sans doute la solution pratique pour prévenir les litiges fonciers. Le gouvernement du Sénégal a sollicité les services des bailleurs afin de mettre en œuvre un projet cadastre et de sécurisation foncière. Du côté Banque mondiale, un investissement de 80 millions qui se partage entre 40 millions de prêts et 40 millions de dons a été alloué en 2021 au gouvernement du Sénégal. Vu son importance financière et son enjeu territorial, le PROCASEF commence déjà à dérouler son plan d'action. Tous les travaux
dans les 138 communes sont lancés. Nous allons construire 138 bureaux fonciers dans les communes cibles du PROCASEF. La question foncière étant locale, dans un premier temps, le PROCASEF entend ainsi aider les communes à développer une véritable administration foncière. Le PROCASEF est bienvenu parce que cet outil-là, nous ne l'avons pas. Mais nous allons, à partir de demain, avoir une référence, avoir un document, avoir une formation, avoir une capacité de pouvoir délibérer en concertation avec l'État, le cadastre, etc. Tout ça. Pour cela, et ça, c'est extraordinaire. Le PROCASEF n'est pas un projet de réforme foncière, mais bien une approche de sécurisation avec l'érection d'un cadastre à l'échelle nationale, afin d'améliorer le système d'enregistrement et de formalisation des droits fonciers dans les zones rurales et périurbaines. Après ce reportage de Moussa Mané, une question d'intérêt national avec une actualité qui la dicte. Quelle gouvernance face au phénomène de la migration africaine? Le débat est suscité par le Centre de recherche indépendante sur les politiques publiques, IPAR, en collaboration avec OSIWA. Le constat est que la population africaine se déplace de plus en plus à la recherche de meilleures conditions de vie. Face à cette situation, IPAR produit des travaux scientifiques afin d'éclairer les décideurs politiques. Amadou Diallo. Une table ronde pour passer à la loupe la montée en puissance des sujets liés aux migrations. La migration, une donnée inhérente à l'être humain. C'est important de montrer que la mobilité elle est importante pour équilibrer. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de push et de pull. C'est parce qu'il y a des zones répulsives et des zones attractives. Donc là où il y a par exemple des problèmes de sécheresse, on est obligé d'aller là où il y a de l'eau pour pouvoir trouver en tout cas des moyens de subsistance. Historiquement, le déplacement massif de population a toujours existé. Seulement, le phénomène reste complexe aujourd'hui et connaît des mutations profondes en Afrique. Pourquoi aujourd'hui les jeunes Sénégalais ou Africains préfèrent quitter les champs, l'agriculture africaine et aller par exemple vers les champs occidentaux pour faire la même activité d'agriculture? Et cela doit interpeller les décideurs politiques. Les raisons de l'échec des politiques de migration en Afrique sont nombreuses et profondes. Aujourd'hui, les réponses qui sont mobilisées ne sont pas les réponses qu'il faut parce qu'on ne connaît pas le profil de nos migrants. Et si nous n'arrivons pas à connaître le profil de nos migrants, ce serait difficile de connaître les destinations de nos migrants. Il s'y ajoute que la gouvernance de la migration dans les pays africains reste encore faible. Quand on parle de gouvernance, ce n'est pas juste l'incapacité des pays africains à lutter contre la migration irrégulière, à répondre aux défis et aux opportunités de la migration, mais c'est la gouvernance elle-même. Les ressources sont mobilisées. Est-ce que ces ressources sont mobilisées de façon transparente? Est-ce que les migrants, qui sont les principaux bénéficiaires de ces ressources, peuvent avoir accès à ces ressources? Cette table ronde est alors une opportunité pour les gouvernements de combler les lacunes actuelles sur les principales tendances migratoires en Afrique. C'est important donc pour nous, État, pour nous, structures, d'être à l'écoute des acteurs qui sont présents et de pouvoir recueillir les informations ou les recommandations fortes afin de mieux outiller un peu les politiques publiques. Le droit de migrer est un droit fondamental. La volonté de IPAR est de faire en sorte que ce droit ne soit appréhendé dans une logique négative. Ils ne sont pas en migration, ils sont au lieu saint de l'islam. Retenus à Dakar pendant plus de 24 heures, des pèlerins sénégalais à destination de Médine sont bien arrivés, convoyés pour la plupart par les voyagistes privés. Ils ont finalement rallié la ville du prophète de l'islam, Mohamed, grâce à l'intervention du ministre des Infrastructures et des Transports aériens. Sur place, nos envoyés spéciaux ont rencontré les voyagistes qui n'ont pas manqué de demander une réorganisation des préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Mama Moussagnan et Moussaba. Ils sont enfin arrivés à Médine. Ils ont longtemps souffert à Dakar avant d'embarquer grâce à la diligence du ministre des Infrastructures et des Transports aériens. Alhamdulillah, c'est un ouf de soulagement. On est enfin arrivé à Médinatoul Mounawara. Vraiment, on a eu très peur parce que cette année, les conditions ont été très difficiles. Il y a eu de l'incertitude, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes. Il faut dire toutefois que jusque-là, la situation n'est pas décantée. C'est à compte-gouttes que les pèlerins sont acheminés
vers la ville sainte. Notre dernier groupe, il est arrivé aujourd'hui après 24 heures à l'aéroport. Donc, mais il reste d'autres groupes. Les départs sont prévus jusqu'au 8. Avec ce chamboulement survenu dans le trafic aérien des pèlerins, des dépenses énormes ont été faites par les convoyeurs, aussi bien à Médine qu'à la Mecque, surtout pour les sites d'hébergement. L'équation du remboursement se pose. Les gens avaient payé des vols bi-class. Donc, ils avaient acheté des billets en business class et en classe éco. Pour certaines personnes, c'est des pertes financières, mais aussi c'est une perturbation psychologique. Aujourd'hui, vraiment, on est désorienté parce que il y va de notre crédibilité. Toutefois, les voyagistes ne désespèrent pas avec Air Sénégal et comptent sur les nouvelles autorités pour réformer le système avant l'année prochaine. J'ai vu que le ministre des Transports est très présent sur le terrain. Nous l'en remercions. Il s'est fortement impliqué. Mais vous savez, cette situation, elle est antérieure à l'arrivée de ce gouvernement. Il faut aussi être honnête pour le reconnaître. Mais aujourd'hui, la gestion de cette crise leur incombe parce que l'État, c'est une continuité. Nous avions cru en Air Sénégal. Nous avions voulu que Air Sénégal vienne dans le Hajj et nous continuons à croire en Air Sénégal. Si on fait une restructuration en profondeur et que cette problématique est prise en compte, ils peuvent trouver une solution. Cette année, 11 000 pèlerins sont convoyés par les voyagistes privés qui sont au nombre de 278. Le gros lot est déjà acheminé à Médine. Ces pèlerins sénégalais qui ont eu tous les documents et qui ont souffert pour allier Médine préparent également la Tabaski. C'est bientôt la grande équation où le principal défi pour les musulmans, avoir un bélier bien nourri, bien portant, un mouton à la hauteur de l'événement. Et pour cela, il y a un préalable, l'aliment de bétail. Comment le fabrique-t-on? Quelles sont les règles à adopter? Ibrahim Ndong met sa casquette d'éleveur et nous plonge dans ses laboratoires. Crinière imposante, cornes bien dégagées, jumelées d'un joli pelage. Le tout se résume à un mouton de qualité. Une qualité qui découle d'un bon entretien et de la bonne nourriture. Un aliment de bétail bien certifié. Et c'est justement la marque de fabrique de la Sédiment. Dans ce laboratoire, le contrôle qualité est érigé en surpriorité, avec en prime 2 types d'analyse. D'abord, celle chimique, qui obéit à une stratégie particulière. On utilise un appareil infrarouge qui nous permet de voir les teneurs chimiques, notamment la protéine, le centre, les celluloses et tout. Ces matières premières sont d'abord analysées pour avoir une meilleure qualité de matières premières. Donc nous analysons d'abord les matières premières que nous recevons avant de les utiliser pour produire ces aliments. Il y a aussi une autre analyse dite physique, qui nous permet de voir si les granulés sont de la bonne taille, bien leur dureté par rapport aux aliments, aux sujets, les bétails qui les consomment. Donc c'est ce que nous faisons dans ce laboratoire. Et pour l'analyse, nous allons broyer ces échantillons et après faire la mesure. Tout cela permet de vérifier la conformité du produit par rapport aux normes requises afin de continuer le circuit vers la ligne de granulation. On va granuler le produit. Donc l'aliment farine qui a été broyé, mélangé, va être granulé avec une diamètre de 8 mm pour donner le produit que vous avez vu tout à l'heure. Un produit final prêt pour la commercialisation après avoir épuisé toutes les étapes relatives au processus de fabrication, le tout sous le regard de nos superviseurs. On a des contrôles qu'on fait avec le ministère qui passent assez souvent chaque année pour vérifier la conformité des sacs. Donc nous, ce qu'on fait au niveau du lance-charge, il y a un circuit automatique qui va peser les sacs en 40 kg. Mais à chaque 20 minutes aussi, on va prélever un sac qu'on va peser pour vérifier si les informations que la machine nous donne c'est conforme avec la réalité. Une fois que c'est conforme, le produit est conditionné et passe au niveau du stockage. Le magasin de stockage, le voici avec une capacité de 1000 tonnes. S'y ajoutent les autres points de vente, preuve que les responsables jouent la carte de l'anticipation et de la prévision, surtout en cette période de Tabaski. Les prévisions sont dynamiques, ça il faut aussi qu'on le sache. Bien qu'on fait des prévisions annuelles, mais derrière, au mois le mois, on réajuste en fonction des besoins. Par exemple, pour ce mois de Tabaski, on a carrément réajusté. On est en train, vous l'avez certainement constaté, on est en train de vouloir même doubler la capacité de production déjà pour pouvoir servir les éleveurs.
doubler, voire même tripler la capacité de production, avec comme seul objectif satisfaire la demande du marché. La vente, c'est la prévision. En amont, je peux même dire en début d'année, on fait nos prévisions pratiquement annuelles. Et on prend en compte à chaque fois les besoins en termes de commercialisation d'aliments bétail. Et on prend en compte en même temps les jours de fête tels que la Tabaski. Juste pour dire que en fait, ça a été pris en compte dès le début de l'année dans nos prévisions annuelles. Pas de souci à se faire donc pour l'approvisionnement du marché en aliments de bétail. A préciser aussi que le gouvernement a subventionné l'aliment au profit des éleveurs. 5 000 francs, c'est le prix fixé pour le sac. Elle ne dure que 3-4 mois, mais elle est une véritable aubaine pour les populations de la Casamance naturelle. La campagne de l'anacarde fait vivre beaucoup de familles. À Ziguinchor, à Djabir, plus exactement, dans son exploitation de 9 hectares, Noël Djouki, dite Madame Cajou, est distinguée, s'est distinguée justement dans la transformation. Et même les étudiants s'y mettent. Le reportage de Michel Mendy. La campagne de l'anacarde a démarré et c'est le moment de faire des affaires. Dans le verger de sa grand-mère, Flavien Zalé et ses camarades sont engagés comme travailleurs journaliers pour le ramassage des noix. Si je descends, j'ai 2000, 2200 et même 3000 des fois. Ça dépend du journalier. Ici, il est quelqu'un de très rapide dans ce qu'il fait. Il peut avoir plus que ça. Flavien est un étudiant en sciences politiques et relations internationales à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Chaque jour, après ses cours, il enchaîne avec une autre journée beaucoup plus lucrative. Pendant ces 3 mois maximum, on n'aura pas à demander à qui que ce soit de l'argent pour acheter des choses ou faire des photocopies. On pourra sortir de nos poches pour faire tout cela. Et étant donné que les bourses viennent tardivement, cet argent va me permettre de me prendre en charge le temps que la bourse soit disponible. Les pommes sont ramassées, lavées et pressées dans une petite machine manuelle pour extraire le jus. Quand la campagne est bonne, Maman Nyuki peut collecter jusqu'à 400 litres par jour, vendus entre 300 et 500 francs le litre. On peut avoir 100 litres, 150 litres. Mais en temps normal, on peut avoir 200 à 400 litres par jour. Avec 200 litres de jus de cajou, on peut avoir 50 kilos de noix de cajou. C'est très très délicieux, très délicieux. Et j'ai même appris qu'il y a des vertus, mais je n'ai pas effectué des recherches allant dans ce sens. Mais c'est un jus très délicieux et nous aimons bien. Au-delà du jus, plusieurs produits dérivés sont tirés de la pomme. Avec la pomme, on peut faire des confitures, des brochettes, des ragoûts, des farines, des dattes, du couscous et beaucoup de choses. C'est des produits que j'aime bien. Je les utilise souvent et je les envoie aussi à mes parents qui sont à l'extérieur. Vraiment, la pomme est devenue de l'or. Parce qu'on ne jette rien. Et je remercie le bon Dieu et mes parents. Derrière ce trésor agricole tiré du verger de Mère Nyuki se cache une inquiétude. C'est celle de voir disparaître son verger sous le coup des lotissements. Le jour qu'on m'a dit qu'on va faire le lotissement ici, vraiment j'étais évanouie. Parce que je ne connais rien si ce n'est l'agriculture et l'anacarde. Et vous le voyez, tout est parti. Tout est parti sur 9 hectares. Je n'arrive pas à avoir 5 lots. Si c'est 5, plus de 6 lots, il n'y en a pas. Comment voulez-vous maintenant que le gouvernement dise qu'on doit retourner à la terre et que la terre est partie? Des murs d'habitation sont déjà sortis de terre dans les parcelles. Une chose qui attriste Maman Cajou, comme on la surnomme. Elle souhaite que les lotissements soient revus. Sport, football, les Lions ont tenu un échec par la RDC cet après-midi. On but partout à Diamniadio. Le Sénégal perd 2 précieux points dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Aliou Cissé
se retrouve du coup à la deuxième place du groupe B, derrière le Soudan. Le résumé du match avec Amadou Diallo. On joue ce ballon et c'est fini à Diamniadio, la République démocratique du Congo qui tient en échec le Sénégal à domicile. Les Lions perdent 2 précieux points. Les Léopards tiennent tête aux Lions. Le Sénégal est ainsi tenu en échec par la République démocratique du Congo, en but partout. Les hommes de Aliou Cissé tenaient pourtant le bon bout avec l'ouverture du score en fin de première période. Nicolas Jackson travaille sur le côté et délivre une passe décisive à Ismaïla Sarr, qui marque ainsi son 13e but en équipe nationale. Dans ce match, après une partie de billard, et c'est Jackson. Un peu avant le but sénégalais, Ismaïla Sarr s'écroule dans la surface congolaise, mais l'arbitre ne siffle pas. C'est assez litigieux, on reverra le ralenti, mais il me semble qu'il y a un contact. Peu après, les Congolais se signalent. Yohan Wissa croyait marquer, mais son but est refusé pour position de hors-jeu. Les deux équipes se rendent coup sur coup. Pape Gueye lance Nicolas Jackson qui part seul. L'attaquant sénégalais voit son tir sur le poteau. Ce sera l'occasion pour lui de marquer son premier but avec le Sénégal. Et non, comment il a fait pour rater encore? Les Léopards finissent par punir les Lions à 5 minutes de la fin du match. Maëlé fusille Edouard Mendy. Une frappe pure qui finit dans la lucarne. Fiston Maëlé qui égalise pour la RDC à la 86e minute. Un but partout entre le Sénégal et la RD Congo. Dans les arrêts de jeu, Niakhaté travaille son centre, mais Abdallah Sima n'a pas pu reprendre le ballon. Et c'est Abdallah. Au coup de sifflet final, le score est de 1 but partout entre le Sénégal et la RD Congo. À domicile, Lions et Léopards se quittent dos à dos. Le Sénégal se retrouve ainsi deuxième du groupe B avec 5 points derrière le Soudan qui a 7 points. Ce match coïncide avec la 100e sélection de Aliou Cissé. À la tête des Lions, coach Cissé, c'est désormais 65 victoires, 22 nuls et 13 défaites. L'Algérie, c'était une défaite. Justement, pour parler de ce match, nous allons retrouver au stade de Diamniadio Aïssatou François Seck en direct pour nous replonger dans l'ambiance de ce match du Sénégal face à la RDC. Aïssatou François Seck, bonsoir. Françoise Seck qui... Oui, merci Ibrahima Diédhiou. Ici, le match est... J'entends Françoise. Oui, merci Ibrahima Diédhiou. Ici, le match est terminé. Le Sénégal, donc, qui encaisse un but, qui en marque un autre. Donc, un match nul pour Sénégal-RDC. Le Sénégal n'a pas gagné, c'est vrai, mais le Sénégal n'a pas perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut donc oublier ce match et puis parler du match de dimanche. Ce sera face à la Mauritanie. Donc, il faut dire que l'équipe du Sénégal s'est bien comportée en première période. L'équipe du Sénégal a marqué un but à la fin de la première période. Et puis, la RDC, quand même, qui évoluait jusqu'ici en 4-2-3-1, a changé de stratégie et a mis 2 attaquants. Et il faut dire que la solution pour la RD Congo est venue du banc, puisque c'est le joueur, le numéro 19 de la RDC, il s'appelle Kalala Fiston, c'est lui qui a égalisé pour la RDC. Le Sénégal s'est bien comporté, mais on a fait match nul. Il faut dire que justement, avec ce match nul-là, peut-être que ça complique la position du Sénégal, mais rien n'est encore perdu, puisque nous n'avons joué que 3 matchs sur 10. François Seck, donc, justement, qui nous parlait de ce match avec ce résultat nul du Sénégal au stade Diamniadio cet après-midi. Le Sénégal qui est donc deuxième du groupe B derrière le Soudan. Le Sénégal qui va jouer son prochain match face à la Mauritanie à Nouakchott. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez sur la première chaîne de télévision sénégalaise.